À tous présents et à venir, salut! Voici la toute dernière partie de notre parcours pour comprendre le chemin qui a conduit le Japon à attaquer Pearl Harbor en décembre 1941. Dans les épisodes précédents, nous avons vu l'émergence du Japon comme une puissance régionale entre 1950 et 1905, suivi la consolidation d'une puissance mondiale entre 1905 et 1922. Nous avions terminé sur le grand drame du tremblement de terre de 1923 et sur le début du règne de Hirohito. Dans cette période, l'Empire du Japon est assez en ligne avec les puissances occidentales, à savoir libéral du côté économique, un peu progressiste du côté politique interne, colonial vis-à-vis des pays moins développés et surtout un pacte de non-agression avec les autres puissances. Japon, Grande-Bretagne, USA, France et je vais même ajouter les Pays-Bas se sont découpés l'Asie et le Pacifique. Les États-Unis renoncent même à construire les bases militaires de Pearl Harbor et de Midway. Vous sentez bien que le point de basculement va se produire dans les périodes que nous allons voir maintenant. Allez, assez discuté, on y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelez-vous que la politique japonaise est loin d'être un long fleuve tranquille. Entre 1905 et 1918, il y a eu 13 années d'émeutes. 8 premiers ministres se sont succédés entre 1919 et 1927, dont un a été assassiné. Malgré ses victoires en Chine, le Japon a dû concéder dans les différents traités des pans entiers de territoire gagnés âprement. Un mouvement de méfiance de la population sur la capacité des hommes politiques à maintenir le rang du Japon et un ressentiment de l'armée bouillonne dans certains cercles influents. Ce sentiment provient des traités, notamment le traité de Washington, qui passe vraiment pas auprès des plus extrémistes. L'économie n'est pas dans sa meilleure forme non plus. La fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Washington a freiné la croissance. En effet, un travailleur spécialisé dans l'armement ou les chantiers navals gagne jusqu'à 5 fois plus qu'un ouvrier lambda dans une usine de confection de vêtements. Et le tremblement de terre, et ses conséquences bien entendu, ont été dramatiques et ont marqué durablement les esprits. Ce sont des grains du basculement. Petit retour en 1923. Immédiatement après le grand tremblement de terre du Kanto, les dégâts sont estimés à 29% du PIB du Japon. La Banque du Japon accorde des prêts spéciaux aux banques de la région touchées. Cela a été fait sous une forme un peu particulière. Imaginez qu'une entreprise A, disons de confection de kimono, située dans la zone du tremblement de terre, doive payer une facture à l'entreprise B qui lui a fourni par exemple du tissu. Mais l'entreprise A n'a pas les moyens, vu que toutes ses machines sont détruites et que son stock a été littéralement pulvérisé. Et comme cette zone est le poumon économique du Japon, il y a beaucoup de cas comme celui-là. Un écroulement général de l'économie est à craindre. La Banque nationale du Japon et le gouvernement vont mettre en place un système pour éviter cela. Les factures, comme celle de A vis-à-vis de B, sont converties en obligations par une banque commerciale. La banque commerciale donne de l'argent à A, qui contracte donc une dette, mais avec un taux d'intérêt très faible. A peut ainsi payer B en espèces et l'économie n'est pas stoppée. Pour couvrir ses emprunts, la banque commerciale qui a emprunté à A se retourne vers la Banque du Japon, qui, à son tour, achète en espèces cet emprunt. Les banques commerciales contractent donc aussi un emprunt auprès de la Banque du Japon. L'emprunt initial de A vis-à-vis de la banque commerciale est en quelque sorte transféré à la Banque du Japon. Le calcul général est le suivant. Même si de nombreuses entreprises ne parviendront pas à payer et à régler leurs dettes, en raison notamment de la dommage causé par le tremblement de terre, le système financier ne devrait pas s'écrouler. Et comme la plupart des entreprises devraient quand même reprendre leur activité après un certain temps, la Banque du Japon devrait voir ses emprunts globalement remboursés. Le gouvernement japonais
faisant l'appoint pour couvrir ses pertes. Mais la Banque du Japon commet une petite erreur. Elle accepte les factures commerciales originaires de la région impactée, mais sans discrimination ni vérification. Certains vont en profiter et faire passer des emprunts douteux dans le système, une sorte de crise de subprime, si vous voulez. Le gouvernement constate en 1927 que le système a été dévoyé et veut normaliser la situation. Il prépare un projet de loi visant à y mettre fin. Pour cela, il prépare un emprunt public pour couvrir les pertes de la Banque du Japon, qui sont bien entendu bien supérieurs à ceux qui avaient été budgétés. Ce projet de loi est débattu au Parlement le 14 mars 1927. L'opposition se montre particulièrement virulente et accuse le gouvernement de faire payer les pertes de ses petits copains par la population. Finalement, la loi est votée, il ne reste qu'une étape avant d'être totalement promulguée, le passage, normalement purement formel, le passage auprès du Conseil privé de l'empereur. En Belgique, nous connaissons un équivalent avec la signature royale des lois votées au Parlement. Sauf que là, au 17 avril, le Conseil refuse de signer. Et c'est la panique. Panique générale. Tout le monde se rue dans sa banque pour récupérer ses sous. Le gouvernement démissionne et le nouveau Premier ministre, Takagi Ichi, impose aux banques de fermer pendant 3 semaines. Cela passe mal auprès du peuple qui nourrit une méfiance vis-à-vis de ses élites. En plus, l'économie japonaise continue sa descente aux enfers. Des coupes drastiques sont prises dans le budget de l'armée. Il faut dire que les dépenses militaires sont de l'ordre de 30% du budget national. Une partie de l'armée, et les plus conservateurs, sont scandalisés. Alors, je simplifie énormément, mais à ce moment, la société japonaise se fragmente en 3 factions. Celle des hommes politiques, qui ont une vision que nous appellerons, avec prudence, libérale à l'occidental, mais à l'occidental de l'époque, donc ça veut dire compatible avec un esprit colonial. Il y a ensuite 2 groupes directement liés à l'armée. Ceux qu'on appelle la faction de la voie impériale, pilotée par Sadao Ariki. Leur credo c'est simple, la société japonaise est en train de perdre son âme et sa cohésion, preuve en est de la crise de 1927. Ils veulent un retour à un Japon pré-industriel, pré-occidentalisé, idéalisé, dans lequel l'État devrait être purgé des bureaucrates corrompus, des politiciens opportunistes et du capitalisme des Zaibatsu cupides. Ils appellent ça une restauration du système Showa, celui de 1900, avec l'empereur dirigeant directement l'empire. S'il le faut, ils ne sont pas contre une révolution pour imposer leur fait. A noter que Hirohito, l'empereur donc, n'a rien demandé à ses troupes. Enfin, l'autre faction s'appelle la faction de contrôle, avec comme leader Nagata. Il cherche à réformer le Japon en travaillant dans le cadre du système existant. D'après les termes de l'époque, on les considère comme des modérés. Mais bon, le terme modéré est relatif. Modéré par rapport à quoi? Alors, je vous les juge. Voyez, il prévoit qu'une guerre future sera inévitable et qu'elle sera fatalement une guerre totale. Pour maximiser la capacité industrielle et militaire du Japon, il faudrait la coopération de la bureaucratie et des conglomérats industriels. Alors oui, ils ne demandent pas une révolution, mais ils veulent un système, qu'on va dire, autoritaire, nationaliste et totalitariste, au nom de la protection de la nature même du Japon. Bref, ils aiment beaucoup les idées du fascisme de Mussolini, qui déclarait lui-même en 1924, je cite, « Le fasciste doit vivre dangereusement. Cela veut dire être prêt à tout, à quelques sacrifices, à quelques dangers possibles, à quelques actions, que ce soit tant qu'il s'agit de se défendre la patrie. » Alors, vu la tradition des samouraïs, vous comprenez que ces paroles résonnent particulièrement au Japon. Vu les errements de la classe politique, ces 2 factions ont un soutien populaire grandissant, surtout pour la voie impériale. Alors, si cela ne suffisait pas comme perturbation politique, survient le krach de la bourse de New York en 1929 et la faillite d'importantes banques européennes qui plongent le monde entier dans une dépression économique. Je ne vais pas faire ici l'analyse du comment, du pourquoi de cette crise, j'en suis bien incapable. Mais je vais rester sur les conséquences pour le Japon qui est particulièrement touché. N'ayant pratiquement pas de ressources naturelles,
la nation importe du pétrole, du fer, de l'acier et d'autres produits, des produits de base, pour maintenir son économie en vie. Mais pour acheter ces choses, il faut exporter des marchandises pour les vendre à l'étranger et ainsi avoir des devises pour acheter ces biens nécessaires. Exporter les produits japonais vers l'Occident devient de plus en plus difficile au début des années 30, alors que nation après nation, y compris les États-Unis, les taxes de douane sur les importations augmentent pour protéger leur propre industrie. C'est du chacun pour soi. Plus personne n'a d'argent pour les dépenses militaires non plus. Et donc en 1930 est conclu le traité naval de Londres, qui est une poursuite de celui de Washington, avec encore plus de réduction de flotte. Le Premier ministre Hamaguchi Osaishi, oui, ils ont encore changé de Premier ministre entre-temps, tente bien de relever le Japon avec l'argent ainsi économisé, mais il refuse de dévaluer le yen pour booster les exportations, et c'est donc un échec cuisant. Ça énerve encore plus les radicaux et le Premier ministre Hamaguchi Osaishi est victime d'une tentative d'assassinat à la gare de Tokyo, presque au même endroit où 8 ans plus tôt, David Hara Takashi avait été tué. Il mourra d'ailleurs quelques mois plus tard des suites de ces blessures. Cette situation de crise économique et l'incapacité du monde politique à trouver des solutions renforcent les deux factions de l'armée, et celle de la voie impériale en particulier, qui reçoit, elle, un appui important de la population. En 1931, la faction de la voie impériale déclenche 2 tentatives de coup d'État. Ces tentatives échouent, mais cette faction est devenue tellement forte que les mutins sont accusés de zèle patriotique, et c'est à peu près tout. Un nouveau Premier ministre, Inukai Tsuyoshi, est en charge de mettre ces petits soldats au pas. Ça va pas être facile. En Mandchourie, suite aux différents accords dont nous avons parlé, les Japonais sont bien installés depuis plus de 20 ans, autour de lignes de chemin de fer, de Port Arthur et de Butken, avec une petite armée, pratiquement indépendante, censée protéger le coin des bandes de pillards. C'est l'armée du Kwantung, forte d'une division d'infanterie, soit 15 000 hommes. Les officiers ont une superbe prime d'éloignement et vivent dans le luxe à Port Arthur. Ils sont même les mieux payés de l'armée. Ils ont une très large autonomie et s'occupent tant des questions militaires que de questions administratives et d'administration même de ce petit territoire. Bref, ce sont les kings. D'un point de vue politique, ils sont clairement dans la mouvance voie impériale. D'autant plus qu'ils voient le potentiel de la Mandchourie en termes de ressources naturelles et économiques. Ils cultivent ainsi l'idée que la Mandchourie devrait être prise de force pour le bien du Japon. Quoi qu'on en pense les planqués de Tokyo, vous voyez l'ambiance. En face, du côté chinois, Chiang Kai-shek, jusqu'alors un petit chef à Canton, réussit à s'allier avec les communistes et poursuit une campagne de fédéralisation des chefs de guerre sous sa bannière et avec l'aide de l'Union soviétique. À partir de 1928, cette marche se dirige vers le nord, donc la Mandchourie, et connaît des succès importants. Tant et si bien que des officiers de l'armée du Kwantung s'inquiètent de voir ainsi la Mandchourie leur passer sous le nez. Ils avaient déjà tenté en 1928 de forcer une réaction de Tokyo en assassinant d'initiative le responsable de la région. Tentative infructueuse. Leur espoir est que les Chinois les attaquent, pour que Tokyo envoie des troupes pour conquérir la Mandchourie. Ils n'ont de cesse que de provoquer les Chinois. À Tokyo, cette armée de Kwantung énerve assez le gouvernement qui décide en 1931 d'envoyer un général pour freiner leur insubordination et leur comportement militariste. Les officiers du Kwantung se disent qu'ils n'ont plus le temps d'attendre que les Chinois passent à l'action et comme on est bien servi que par soi-même, décident de saboter leur propre ligne de chemin de fer et d'accuser les Chinois. Si vous êtes fan de Tintin, cela doit vous dire quelque chose, relisez le Lotus Bleu. Le 18 septembre 1931, ils font sauter une charge sur les voies du chemin de fer, mais juste assez pour que ça fasse du bruit sans rien abîmer. Par contre, ils ont bien choisi l'endroit, qui est juste proche d'une garnison chinoise. Ils ont leur coupable idéal, et les Chinois, qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive, sont attaqués violemment le 19 septembre.
Ne voyant pas beaucoup de résistance, les Japonais du Kwantung poussent jusqu'à envahir Mutken. Avec 250 000 hommes contre 15 000 hommes, l'armée chinoise de Chiang Kai-shek avait largement les moyens de les faire taire. Mais les relations entre les républicains de Chiang Kai-shek et les communistes ont viré à l'aigre. Ils sont en pleine guerre civile. Pauvre peuple chinois qui n'a pas fini de souffrir. Chiang n'a pas envie de tomber dans le panneau et de se retrouver avec l'armée japonaise qui le prendrait en tenaille. La Chine se tourne plutôt vers la Société des Nations pour trouver une résolution pacifique. Chiang Kai-shek demande à Zhuang Xueliang, le gouverneur de la Mandchourie, de retirer ses troupes et de ne pas réagir. Tokyo et l'empereur donnent l'ordre aux troupes du Kwantung de retourner à leur caserne et précisent à ceux qui sont en poste en Corée de ne pas bouger. Fin de l'incident et encore raté pour la faction de la voie impériale. Ah ben non! En Corée, se foutant des ordres, une partie de l'armée dirigée par un sympathisant de cette faction va rejoindre l'armée du Kwantung et comme les Chinois ne réagissent pas, ces fous furieux attaquent et en moins d'un mois, c'est pratiquement toute la Mandchourie qui passe sur leur contrôle. À Tokyo, les autorités s'étranglent de rage, mais la presse est enthousiaste face à ces victoires et la population est en plein marasme, est éblouie. Bref, les instigateurs sont des héros nationaux. Le gouvernement recule et leur donne des raisons. Le 18 février 1932, le Japon déclare la zone indépendante sous le nom de Grand État du Manchukuo et met à sa tête une marionnette, le dernier empereur chinois pourri. Et ça devrait aussi vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de discussions sur le sujet, mais je pense qu'à ce moment-là, la faction des politiciens libéraux s'éteint. Vous en voulez une preuve ? Inukai Tsuyoshi, jugé pas assez complaisant avec les héros de Manchukuo, est assassiné chez lui le 15 mai 1932. Et vous savez qui a failli y passer aussi ? Charlie Chaplin, qui était son invité. Heureusement, il assistait à un combat de sumo quand 11 jeunes officiers déboulent dans les appartements de Inukai. Les coupables furent capturés, bien entendu, mais ne furent pratiquement pas inquiétés. Et pour cause, pour adoucir la cour martiale qui devait les juger, 100 000 personnes envoyèrent une pétition demandant la clémence. Pétition écrite et signée avec leur sang. En plus, 11 jeunes d'une province demandent d'être exécutés à la place des mutins et en guise de bonne volonté envoient 11 doigts sectionnés. Des malades. Mais je vois que le temps passe, alors je vais vous faire grâce des années 1933 à 1936. C'est pas qu'il ne s'est rien passé, mais c'est du classique quoi. 3 coups d'état ratés, 3 premiers ministres qui démissionnent, on se tape dessus à la frontière du Manchukuo, mais pas trop, juste assez pour envoyer plus d'hommes en fait. Par contre, je vais quand même revenir sur la tentative de coup d'état du 26 février 1936. C'est encore un coup de la faction de la voie impériale. Durant ces événements, qui durent 3 jours, un paquet de politiciens, dont 2 anciens premiers ministres, sont assassinés. Il y a quelques indications qui montrent que les mutins voulaient certes remettre le pouvoir à l'empereur, mais sentant Hirohito pas trop dans le mood, si vous me permettez, pensent le remplacer par son frère. Vrai ou pas, ce coup-là énerve Hirohito qui exige que cette faction soit purgée de l'armée. Avouez que jusque-là, il a été plutôt patient. Mais là, il n'en peut plus. Cette purge ne laisse alors qu'une seule faction en lice, la faction de contrôle qui va utiliser la loi de protection de la paix, que nous avons vu à la vidéo précédente, pour faire taire toute opposition. Sans être historien, je pense que l'on peut dire qu'à partir de ce moment, le Japon est sous un régime fasciste, même s'il n'a pas de grands leaders comme Mussolini, Hitler ou Franco à sa tête. Quoi qu'il en soit, en juin 1937, le premier ministre japonais est quelqu'un que nous avons déjà rencontré, Konoe Fumimaro, qui avait écrit les propositions sur l'égalité raciale dans les statuts de la Société des Nations, qui avaient été rejetées, et qui était également présent à la conférence de Washington. Pendant ce temps-là, en Chine, communistes et républicains continuent à se faire la guerre. Les Japonais
regardent par la fenêtre et se disent que tant qu'ils sont divisés, c'est tout bénef pour eux. Mais Zhang, l'ancien gouverneur de la Mandchourie, trouve que ça n'a que trop duré. Il faut unifier les Chinois. Les communistes ne sont pas contre, car ils ont pris de sérieux revers, mais Chiang Kai-shek, croyant voir la victoire contre les Rouges à portée de main, refuse. Le 12 décembre 1936, Zhang kidnappe Chiang Kai-shek et l'emprisonne jusqu'à ce qu'il accepte de former un front uni avec les communistes contre les Japonais. Après les négociations, Chiang finit par accepter et s'unit aux communistes pour chasser les Japonais hors de Chine. Du coup, les Japonais sont un peu nerveux. Ils craignent que face à la masse des armées chinoises, ils ne tiendront pas très longtemps. Plus le temps passe, plus ce sera compliqué. Pour que la population japonaise les suive, il leur faut un prétexte, n'importe quoi. Suite à la guerre des Boxers en 1900, qui n'a plus de secret pour vous, les Japonais disposent d'un petit contingent à 16 km à l'ouest de Pékin-Beijing. Le 7 juillet 1937, ces troupes s'entraînent au bout du pont Marco Polo. Les Japonais constatent qu'il leur manque un gars. Ils accusent les Chinois de l'avoir kidnappé, et face à cette situation, les Japonais insistent pour fouiller les maisons, opération qu'il aurait refusée par les Chinois. Les Japonais ont leur excuse et envahissent la Chine. Et le soldat, vous me direz? Après avoir fait le tour des bordels, il est réapparu 2 heures plus tard. Ce ne sera jamais révélé par la presse nippone. Il faudra attendre fin 1945 pour que les Japonais apprennent que les Chinois n'avaient rien fait. Cette deuxième guerre sino-japonaise est d'une brutalité sans limite. Dans les premiers mois, les Japonais, prenant les Chinois de court, attaquent Shanghai. En août 1937, cette ville a le triste honneur d'être la première ville à subir un bombardement stratégique. Je déteste ce terme qui est d'un cynisme effrayant. Ça consiste à balancer des bombes sur une ville sans vraiment viser une cible militaire. Si ce sont les Japonais qui commencent, face à l'avancée des troupes ennemies, les Chinois, désespérés, font de même sur leur propre ville. Remis de leur surprise, les forces chinoises résistent et les combats sont extrêmement durs. Il faudra attendre novembre 1937 pour que la ville tombe. L'armée japonaise se sent humiliée de ce retard et fonce sur la capitale chinoise de Nankin. Ils y arrivent début décembre 1937. Là, les forces chinoises sont démoralisées et épuisées. Le gouvernement fuit et les troupes s'effondrent, laissant les Japonais prendre la ville en moins de 10 jours. Il s'ensuit l'un des massacres les plus affreux du XXe siècle. Sans qu'aujourd'hui encore, on comprenne véritablement pourquoi un tel déluge de violence s'est abattu sur cette ville. Pendant 6 semaines, 20 000 et 80 000 personnes, enfants, femmes, parfois plus de 1000 par jour, sont violées. 200 000 civils et militaires désarmés sont tués. Des maisons incendiées. 2 lieutenants japonais lancent même un concours de décapitation qui sont repris dans les journaux comme une rubrique sportive. L'ampleur de ces événements est aujourd'hui encore contestée au Japon. Et c'est une source de tensions récurrentes entre la Chine et le Japon du XXIe siècle. Pour avoir personnellement pu me rendre à Nankin, Nanjing, je peux vous certifier que les traces de ce massacre sont encore bien vivantes dans l'esprit des Chinois. L'écho de ces tueries va provoquer une vague d'indignation internationale. Les États-Unis proclament un embargo sur certains biens à destination du Japon. Avec plus ou moins la bénédiction du président Roosevelt, le militaire américain Claire Lee Chennault travaille à partir de 1938 pour bâtir une escadrille internationale de pilotes. Elle deviendra la célèbre Tigre volant. Et là, je m'adresse plutôt aux fans de Britannique. Les Britanniques, eux, ouvrent une route entre la Birmanie et la Chine pour approvisionner l'armée chinoise. Ils les aident également financièrement. Enfin, les Russes envoient discrètement des troupes. Et même l'Allemagne aide les Chinois. Figurez-vous qu'Hitler est même mandaté par la communauté internationale pour tenter d'arrêter les massacres de Nankin. Comptant dans le recul historique, on croirait. Alors que les Japonais comptent que les Chinois vont, comme par le passé, rapidement déclarer forfait, le conflit s'enlise littéralement. En 1938, la bataille de Wuhan, ville célèbre aujourd'hui pour être le berceau du Covid-19, dure 4 mois.
Pour stopper l'avance japonaise, les nationalistes détruisent les digues du fleuve Jaune, provoquant ainsi une crue qui causa plusieurs centaines de milliers de morts civiles. Ce sacrifice inouï permet à l'armée chinoise d'éviter l'anéantissement. Il se replie et tient debout. Notamment grâce au soutien involontaire de l'Allemagne qui a équipé l'armée chinoise en 1937, juste avant qu'Hitler ne se rapproche définitivement du Japon. Dans les îles et à Tokyo, la guerre coûte très cher et l'économie est maintenant entièrement orientée vers l'effort de guerre. La presse joue un rôle primordial de propagande pour que la population continue à soutenir la campagne. Mais des tickets de rationnement font déjà leur apparition. En 1939, la guerre éclate en Europe et en juin 1940, à la stupeur générale, la France est battue par l'Allemagne. Du côté japonais, ça ne passe pas inaperçu. La guerre contre la Chine est dans sa 3e année et les Japonais manquent déjà presque de tout. Or, il y a l'Indochine française qui se trouve toute seule. Et l'Indochine, c'est du caoutchouc, du riz, du thé, qui pour le moment vont d'ailleurs plutôt vers les Chinois. Ils auraient pu négocier avec la France, parce que en fait, la France de Vichy étant entrée dans la collaboration avec l'Allemagne nazie, et l'Allemagne est bien un allié des Japonais. Donc un deal est possible. Les autorités japonaises négocient avec le gouvernement de Pétain, et après un petit ultimatum quand même, l'accord est conclu. Sauf que, et ça va vous rappeler quelque chose, l'armée du Kwantung, encore elle, passe outre et engage les combats contre la petite armée française. Et ça, le 22 septembre 1940. En 4 jours, c'est plié. Et bon, c'est quand même presque des alliés, donc malgré la mainmise de fait des Japonais, ils s'engagent à néanmoins respecter la souveraineté de la France. Et le 5 octobre, les prisonniers français sont libérés. Durant cette nouvelle agression, les USA décident de mettre fin à leur exploitation de pétrole et de fer vers le Japon. Or, c'est pratiquement 90% des besoins de l'Empire. Le président Roosevelt se dit que, sans essence, la machine de guerre japonaise en Chine va s'arrêter et que les Japonais ne seront jamais assez fous pour attaquer les USA. Pour être certain, il décide par ailleurs de transférer la flotte du Pacifique de San Francisco à Pearl Harbor, pour bien montrer qu'il ne rigole pas. Ok, je vous fais le topo vu par les Japonais. 1. Stopper la guerre en Chine est impossible, le régime ne tient que pour ça, et comme ils ont menti, la population est convaincue que c'est les Chinois les agresseurs. Et donc, un arrêt des hostilités serait perçu comme une défaite inacceptable. D'autant plus que de leur côté, les Chinois sentent bien que les choses commencent à bouger un petit peu en leur faveur, et donc ils ne sont pas prêts du tout à négocier maintenant. Les USA stoppent leur livraison de pétrole. Avec les réserves actuelles, les Japonais peuvent tenir une petite année. Mais après, c'est game over. Où peut-on trouver du pétrole? Dans les Indes néerlandaises. Vous voyez le groupe Shell? Ah ben ça vient de là en fait. Or, les Pays-Bas ont été envahis par l'Allemagne et donc sont hors jeu. Si ce n'est qu'ils sont protégés par les Britanniques. Mais eux aussi, ils ont pour le moment d'autres chats à fouetter, ils viennent juste de quitter Dunkerque. Les forces australiennes et néo-zélandaises ne sont pas bien méchantes. Par contre, il faut prendre très vite la forteresse de Singapour, seul point fort de la région. C'est possible par la terre depuis la Thaïlande qui est plus ou moins, on pourrait dire plus ou moins, alliée des Japonais. Dans la région, il ne reste donc que les USA, qui sont une réelle menace. C'est pas facile, mais le rapprochement de la flotte américaine à Pearl Harbor les met maintenant à portée d'attaque de la flotte japonaise. Conclusion, pour pouvoir continuer la guerre en Chine, si les USA ne relancent pas les livraisons, il faut les battre dans une grande bataille décisive et attaquer au même moment les Britanniques en Malaisie. Après, on pourra discuter avec les battus. Comme toujours, depuis 1895, face à un choix, le Japon prend ensuite l'attaque. Alors, même pour un extrémiste comme le Premier ministre Konoe Fumimaro, le risque est trop grand. Il connaît les USA, il a été à Washington. Il démissionne. L'empereur désigne pour le remplacer le général Tojo. Tojo, lui, ne tremblera pas et ordonnera l'attaque du 7 décembre 1941. Voilà,
C'est ici que s'achèvent les épisodes sur cette période. Faites-moi savoir si ça vous a plu et si vous voulez que j'en consacre d'autres à la suite des événements. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!